L'intelligence artificielle signifie particulièrement que les entreprises devront se regarder dans le miroir et se demander quelles sont nos valeurs. Quels sont nos objectifs dans tout cela? Sommes-nous là uniquement pour enrichir nos actionnaires? Ou essayons-nous de bénéficier à un groupe beaucoup plus large de parties prenantes, nos clients, nos employés? Lord Clement Jones est le porte-parole des libéraux démocrates à la Chambre des Lords pour la science et la technologie. Donc l'intelligence artificielle est probablement le rythme technologique le plus perturbateur de l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, nous sommes en train de créer une nouvelle quasi-humanité avec l'intelligence artificielle, mais 99,9%, c'est ma conclusion. Des gens ne comprennent même pas ce qu'est l'intelligence artificielle. Je pense que nous avons le devoir de nous assurer que nos citoyens aient une bonne vie et ne soient pas soudainement remplacés par la technologie. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où une sorte d'intelligence artificielle agentique, opérée par quelqu'un d'autre, me soumettrait à des décisions ou des situations dont je n'ai absolument aucune connaissance. Si vous explorez encore comment l'intelligence artificielle et les technologies émergentes vont façonner notre avenir, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé des dernières conversations avec les pionniers de l'industrie. Obtenez des perspectives uniques sur la manière d'affiner ces technologies de façon centrée sur l'humain. Ne manquez pas cette opportunité, rejoignez la communauté et restez informés. Bonjour et bienvenue dans le podcast YouTube de Dinis Guarda, propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux et les innovateurs qui transforment un monde bouleversé et inspiré par les technologies, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Mais surtout, nous célébrons ici les acteurs du changement. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir Lord Timothy Clement Jones, Commander of the Order of the British Empire. Lord Clement Jones est le porte-parole des libéraux démocrates à la Chambre des Lords pour la science, l'innovation et la technologie. Il a présidé le comité spécial de la Chambre des Lords sur l'intelligence artificielle, publiant en 2018 le rapport L'intelligence artificielle au Royaume-Uni, prête, volontaire et capable, puis en 2020 le rapport de suivi L'intelligence artificielle au Royaume-Uni, pas de place pour la complaisance. Lord Clement Jones est aussi coprésident du groupe parlementaire sur l'intelligence artificielle qu'il a cofondé en 2017 et consultant en politique et régulation de l'intelligence artificielle chez DLA Piper depuis 2018. Lord Clement Jones a été président du Trust Alliance Group, auparavant Ombudsman Services, organisme à but non lucratif de résolution des litiges pour les secteurs des communications et de l'énergie. Il a également été membre fondateur du groupe parlementaire de l'Organisation de coopération et de développement économique sur l'intelligence artificielle, reconnu pour son rôle clé dans l'élaboration d'une politique internationale sur l'intelligence artificielle. Lord Clement Jones a aussi été consultant pour le comité ad hoc sur l'intelligence artificielle du Conseil de l'Europe et président du Conseil de la Queen Mary University of London de 2017 à 2025. Il a été président du Conseil consultatif de l'Institut pour l'éthique de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Lord Clement Jones a été l'initiateur puis membre du comité spécial d'enquête sur l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes, qui a publié son rapport final Procéder avec prudence, l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes, le 1er décembre 2023. Il est l'auteur de Vivre avec l'algorithme, serviteur ou maître, gouvernance et politique de l'intelligence artificielle pour l'avenir, publié par Unicorn en 2024. Le livre aborde les risques urgents liés à l'intelligence artificielle, notamment les biais, la discrimination, les atteintes à la réputation et le risque de suppression d'emplois dû à l'automatisation. Lord Clement Jones a reçu le titre de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 1988 et est devenu père à vie en 1998. Lord Clement Jones, vous êtes une légende dans la politique britannique, mais aussi dans le monde de la recherche et universitaire au Royaume-Uni. Et ce que j'aime chez vous, en plus de votre énergie, c'est la capacité avec laquelle vous rassemblez autant de choses que la diversité des connaissances et l'attention aux personnes, l'attention portée à la société et au gouvernement, ainsi qu'au leadership, et aussi une personnalité qui a touché tant de domaines différents.
Vous maintenez en fait un rythme d'innovation qui est unique et remarquable. Donc, j'aimerais parcourir votre carrière et surtout revenir à vos débuts. Si vous pouviez revenir à l'équipe Clément Jones de vos 12 ans, que lui diriez-vous aujourd'hui ou comment réagirait-il face à ce que vous êtes devenu? Eh bien, je dirais que j'ai fait quelque chose de complètement différent de ce que j'imaginais faire. Parce qu'à l'origine, quand j'avais 11 ou 12 ans, je voulais être diplomate. Mais je pense qu'il est rapidement devenu évident que je n'étais pas très diplomate. Donc, c'est probablement aussi bien que je ne sois jamais devenu diplomate, parce que j'avoue que j'aime bien exprimer mes opinions qui ne sont pas toujours, vous savez, les mêmes que celles des personnes avec qui je me trouve. Et je suppose que c'est pour ça que je suis finalement devenu politicien, parce que je crois en, vous savez, le fait de donner le meilleur de soi-même et d'essayer de changer les choses. Bien sûr, le compromis fait partie de cela, mais je dois avouer que je ne crois pas qu'il faille toujours absolument trouver un compromis ou céder sur quelque chose. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un ensemble d'opinions que vous souhaitez vraiment voir mises en pratique. Donc, je suppose que je dirais que je suis probablement bien plus épanoui que je ne l'aurais été si j'étais devenu diplomate. C'est incroyable. Et si vous reveniez sur votre parcours éducatif, donc à partir de votre éducation et de votre carrière personnelle, académique et bien sûr politique, quels seraient quelques moments qui ont marqué ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? L'une des choses que j'aime toujours faire, c'est qu'il y a toujours une personne, cela peut être un membre de la famille, un mentor, une personnalité qui a changé ou à un certain moment marqué qui vous êtes. Et j'aime toujours aussi être reconnaissant envers ces personnes. Je pense qu'il y a trois ou quatre influences. D'abord, mon professeur de théâtre, qui était aussi professeur d'anglais, une influence fantastique dans mon école. Vous savez, quand j'avais 16 ou 17 ans, on me donnait des rôles, vous savez, sur scène. Et cela vous aide à développer de la confiance en vous et à vous projeter. Et vous savez, ben, j'étais plutôt moyen en sport, donc ce n'est pas le sport qui m'a donné confiance, c'est ce genre de parcours dans le théâtre qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ben, j'ai poursuivi cela à l'université. Je pense que la suivante a été simplement une rencontre fortuite à un moment où je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Et quelqu'un a suggéré que, eh bien, être avocat était une carrière assez intéressante. Et c'était assez ironique, en fait, parce que je suis effectivement devenu avocat. Mais la personne qui l'a suggéré n'a pas obtenu son diplôme en droit et est ensuite devenu expert comptable pour ses péchés. Donc, vous savez, j'ai toujours pensé qu'avocat était vraiment le premier choix, si on peut, si on en est capable. Et puis, bien sûr, j'ai compris pourquoi le droit est assez épanouissant, pourquoi il a en fait des similitudes avec la politique en matière de résolution de problèmes, surtout dans le domaine commercial. Parce que, vous savez, j'ai toujours pensé que les avocats ne faisaient que des choses comme les biens, les fiducies, les testaments et ce genre de choses. Vous savez, je n'avais aucune idée jusqu'à cette conversation qu'on pouvait être à la fois un animal commercial et un avocat. Et je suppose que la prochaine grande influence a été l'ancien chef de mon parti politique, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, Paddy Ashdown, qui était ancien capitaine des forces spéciales navales et ancien membre du Military Intelligence Six, membre, puis qui a tout abandonné, ancien diplomate en fait, et qui a tout quitté pour devenir député. Et lui, vous savez, il s'est battu pour un siège qu'il n'avait aucune chance de gagner. Il l'a remporté, puis il est devenu le chef de mon parti quand j'ai aidé à le fusionner avec le Parti social-démocrate, ce qui, vous savez, représente une histoire assez longue. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis, l'autre grande influence était dans le monde des affaires. Elle concernait la façon de, pour obtenir des résultats, selon moi, comment on atteint certains objectifs en politique.
C'était étrangement un très bon ami. Il était le directeur des affaires corporatives lorsque j'étais le secrétaire général chez Kingfisher, Nigel Whittaker, et nous avons travaillé ensemble sur la campagne pour l'ouverture des magasins le dimanche afin de libéraliser les horaires d'ouverture le dimanche, et nous avons finalement réussi. Mais vous savez, il était un très bon ami. Il a eu une très grande influence sur ma vie. Et il m'a appris qu'il faut toujours essayer de comprendre à quoi on est confronté. Vous savez, il faut parler aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est très important de comprendre la psychologie de leur opposition à ce que vous essayez de faire, ce qui vous aide ensuite à être beaucoup plus efficace dans votre campagne. En gros, il y a donc un certain nombre d'influences que l'on peut extraire de sa vie. Et vous savez, c'est une joie de regarder en arrière tout simplement. Enfin, l'influence la plus marquante dans ma vie a été ma première épouse, aujourd'hui décédée, qui a obtenu un double diplôme avec mention à Cambridge, contrairement à moi, en médecine, archéologie et anthropologie. Elle était interne à l'hôpital Saint-Barth. L'hôpital Saint-Barth. Elle a eu un cancer de l'ovaire à l'âge très jeune de 32 ans et elle a créé une association caritative pendant qu'elle suivait un traitement pendant plus de 5 ans. Je veux dire, il lui avait donné 3 mois à vivre, mais elle a tenu 5 ans grâce à sa ténacité et sa détermination et elle a fondé une association contre le cancer qui a finalement été reprise par Macmillan Cancer Relief. Mais vous savez, c'était une personne brillante et déterminée, et en un sens, une inspiration sur la façon dont on peut accomplir des choses grâce à cette ténacité et cette détermination sans faille. Maintenant, mon problème, c'est que je sais ce qu'il faudrait faire en termes de détermination et de concentration, mais j'ai tendance à essayer d'atteindre trop d'objectifs à la fois, probablement. Oh, mais c'est l'une des choses de la spéciale. Donc, tout d'abord, c'est une expérience très particulière avec Feu, mon épouse. Première épouse et aussi toute l'inspiration. Elle t'a apporté, et je suis sûr qu'il y avait aussi beaucoup de chagrin qui en est ressorti pour toi personnellement. Ce que j'aime chez toi, c'est ton énergie. Tu as l'une des énergies les plus contagieuses et positives. Et aussi, comme tu l'as dit, tu aimes provoquer de manière positive et avoir de grandes discussions. Mais tu essaies toujours de trouver l'équilibre et dans ta carrière aussi. Je pense que c'est un honneur de t'avoir ici pour nos auditeurs. C'est toi, la quantité de réalisation. Pour beaucoup, cela représenterait plusieurs vies. Dans ton cas, tu es passé d'auteur à président de diverses institutions au Royaume-Uni, de l'éducation aux organismes gouvernementaux, dont tu es membre fondateur. Tu as également été membre fondateur du groupe parlementaire de l'Organisation de coopération et de développement économique sur l'intelligence artificielle. Tu as été consultant auprès de la communauté adulte du Conseil de l'Europe. Donc, tu as eu une expérience fantastique et nous allons parler de politique dans un instant. Tu as aussi touché à de nombreux domaines entre le pont de la politique, de l'éducation, de la société et des affaires, ce qui est vraiment impressionnant. Avant de parler de politique, comment fais-tu le lien entre tous ces domaines alors que tu construis ta carrière, passant du monde académique au juridique puis à la politique? Eh bien, je suppose qu'il faut être un peu égoïste d'une certaine manière, parce que tu sais, on ne retire d'une institution que ce qu'on y investit. Donc, tu sais, il faut apporter de l'énergie et de l'enthousiasme et choisir les choses qui t'intéressent vraiment. Donc, tu sais, par exemple, j'ai présidé le conseil de la Reine Marie pendant 8 ans, ce qui a été une expérience fantastique. Mais tu sais, ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Et tu sais, les choses qui m'intéressent en sciences et en technologie, les types d'institutions au sein de la Reine Marie qui m'intéressaient, tu sais, je me suis beaucoup investi et je me suis aussi impliqué en discutant avec les personnes impliquées dans un programme d'incubateur. Et tu sais, pas quand je repense à certains des programmes culturels que nous avons, tu sais, cela était très intéressant. Et le croisement entre la technologie et la culture, tu sais, par exemple, nous avons eu cette session extraordinaire animée par nos universitaires au studio Abbey Road, mais c'était en lien avec la musique synthétisée et tout ça, donc c'était vraiment
Tu sais, c'était comment nous faisons. Tu sais, la création, comment nous créons en utilisant la technologie. Et ce sont ce genre de domaines qui m'intéressent. Et puis, bien sûr, le contact avec les étudiants est aussi très important. Je veux dire, comprendre, tu sais, quelles sont leurs aspirations. Et nous avons, tu sais, mais nous avions, tu sais, nous avons toujours un groupe très diversifié d'étudiants, tu sais, avec environ 60 étudiants noirs et issus de minorités ethniques, beaucoup venant de quartiers de l'Est de Londres et de zones défavorisées. Et c'est fantastique de les voir s'épanouir parce qu'un des grands thèmes de ma vie a été la mobilité sociale, le désir, tu sais, et les chances dans la vie. Tu sais, la raison pour laquelle je suis en politique et que j'y suis resté, c'est parce que j'ai entendu des conférences RIF de Ralph Dahrendorf, le philosophe, membre du Parlement européen, etc. Et il appelait ça les chances dans la vie. Et cela a vraiment défini pour moi ce que les politiciens devraient apporter en fait. Et c'est pourquoi la mobilité sociale, pour moi, est une valeur absolument fondamentale, où le besoin de mobilité sociale est une valeur absolument centrale. Et c'est tout le sens de mon engagement politique, permettre aux gens de à utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à eux et leur donner le bon type d'opportunités pour réaliser leur talent. Tu sais, ce n'est pas pour tout le monde une question d'égalité, c'est une question d'accomplissement, ce qu'ils sont, ce qu'est leur potentiel, en fait. Et je pense que c'est là où je diffère, tu sais, d'être socialiste et je diffère certainement d'être conservateur à cet égard. Parce que je ne crois pas au statu quo. Je crois que, tu sais, nous avons le devoir d'aider chacun à réaliser son potentiel. J'adore ça et c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché. La politique vient du grec poli, qui signifie cité. Et l'un des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est précisément tout d'abord de définir la politique alors que la technologie prend le dessus. Et aussi, comme vous l'avez dit, il y a un sentiment d'accomplissement qui est très fragmenté. Et c'est pour cela que nous avons autant de divisions et de défis. Donc, en tant que personne qui a joué un rôle important dans la politique au Royaume-Uni, et vous étiez également à l'épicentre de la fusion des deux partis, qui sont en fait le troisième plus grand parti au Royaume-Uni et qui avait dirigé la formation des libéraux-démocrates, pouvez-vous partager cette expérience dont vous avez parlé pour accomplir cela, mais aussi les moments clés de défis que vous avez traversés en le faisant, tout en poursuivant ce parcours politique que vous menez depuis des décennies et que vous continuez avec autant de passion, mais aussi autant de concentration pour faire avancer les choses. Eh bien, vous savez, j'étais conservateur à l'université. En fait, j'appartenais à l'association conservatrice. Je n'ai jamais été un conservateur encarté, mais il est devenu très clair après l'université, après la vie plutôt protégée d'un étudiant. Vous savez ce qu'est la vie? J'ai commencé ma formation d'avocat dans un cabinet d'avocats en ville. Et puis, il y avait des gens qui faisaient du bénévolat au nouveau centre juridique, le premier centre juridique, le centre juridique de quartier de North Kensington, qui était à l'époque, je veux dire, vous savez, North Kensington est maintenant beaucoup plus embourgeoisé, mais à cette époque-là, c'était, vous savez, une zone assez défavorisée. Peter Candler, a fondé le premier centre juridique en 1970. J'ai commencé ma formation dans des cabinets d'avocats chez Coward Chance, comme on l'appelait à l'époque, en 1972. Et j'ai commencé à travailler comme bénévole une fois par semaine dans leur centre juridique. Et cela m'a montré, vous savez, les problèmes de logement, les problèmes de sécurité sociale après Rachman, toutes sortes de questions. Vous savez, rien que dans les problèmes de logement en ce qui concerne les gens expulsés illégalement ou dont le loyer augmentait, où, vous voyez, c'était une expérience bien au-delà de tout ce que j'avais pu rencontrer venant d'un milieu relativement privilégié. Donc cela a complètement changé ma vision politique. Et c'était une autre raison pour laquelle, vous savez, j'ai rejoint le Parti libéral à cette époque, parce que leur chef de l'époque, il n'avait pas été emmené à l'Old Bailey et accusé de complicité de meurtre ou de quoi que ce soit de ce genre.
Je crois que c'était une tentative de meurtre à cette époque, mais Jeremy Thorpe a eu une grande influence et il a été un chef très réussi du Parti libéral jusqu'à ce que, vous savez, tout son passé soit révélé en gros. Et cela s'est produit en 1973-1974, donc assez tôt, vous savez. Je suis devenu membre du Parti libéral et je suis toujours resté assez fidèle aux principes qu'ils défendent, qui concernent les chances dans la vie, la liberté individuelle, mais sans empiéter sur la liberté des autres, la version de la liberté selon John Stuart Mill. Et bien sûr, l'internationalisme qui est crucial pour moi et aussi pour mes collègues. Et ce n'est pas une qualité ou un principe auquel beaucoup d'autres partis politiques adhèrent avec la même passion que nous, fondamentalement. Donc, Désolé, et nous avons très fort. Une opinion très forte sur le rôle de la communauté également, et cela met en avant, je pense, le point que vous avez soulevé, à savoir que, vous savez, c'est bien d'avoir notre propre idée de l'épanouissement personnel, mais cet épanouissement doit se faire au sein d'une communauté, et c'est là que réside aussi l'importance de la cohésion sociale. C'est très important et c'est l'une des choses que je veux mettre en avant dans cette interview, c'est le travail que vous avez accompli pour ce sens de la responsabilité envers la communauté, qui est le véritable sens de la politique, même si le mot politique n'est probablement pas à son meilleur moment, disons-le ainsi, et nous traversons aussi beaucoup de divisions. Donc, votre carrière, comme vous l'avez dit, du domaine juridique à la politique, vous avez aussi été une force de la nature remarquable pour l'équilibre entre l'innovation et la technologie, la société. Et maintenant, ainsi que dans l'éducation également, puisque vous avez été impliqué auprès de nombreuses grandes institutions éducatives. Donc, depuis cette période en tant que porte-parole des libéraux démocrates et aussi le travail que vous avez accompli dans le domaine du numérique, puisque vous étiez le président de la Chambre des Lords pour la commission spéciale sur l'intelligence artificielle, de nombreux rôles différents que vous avez occupés. À partir de toute cette expérience et de cette vie d'activité dans différents domaines, nous sommes actuellement à une époque où la technologie est en train de transformer le monde et il y a aussi une grande je vais examiner l'innovation, la régulation et la technologie qui influencent notre société, car aujourd'hui, la politique se fait principalement avec la technologie et le numérique, pour le meilleur comme pour le pire. Et nous avons beaucoup d'expériences radicales à travers le monde concernant les capacités et les risques des technologies. Donc, votre expérience et votre vie de réalisation dans beaucoup de ces travaux pour faire avancer la société et dans tous ces différents domaines, comment voyez-vous cela depuis votre travail de libéral-démocrate en tant qu'homme politique jusqu'à votre travail plus récent en termes de rassembler toutes ces choses, de réfléchir à cela et de le concrétiser dans la société? Eh bien, je pense que ce qui relie tout cela d'une certaine manière, c'est le sentiment que si la société veut fonctionner correctement, il faut un certain ordre et aussi un certain sens de l'équité. Et vous savez, pour moi, il ne s'agit pas d'avoir une sorte de système de cow-boy où tout est permis et où chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, cela revient à un retour au 19e siècle. Maintenant, certains peuvent penser qu'il serait agréable de ne pas avoir de régulation sur les questions de consommation, la fabrication, l'utilisation de produits chimiques et ainsi de suite. Nous savons déjà tout cela. Nous avons des réglementations sur la conduite et la fabrication des voitures, etc. Ces réglementations ont favorisé l'innovation et le développement. Vous savez, mais l'innovation doit être du bon type. Et cette idée que, d'une certaine manière, la réglementation serait l'ennemi de l'innovation ne m'a jamais semblé refléter toute la réalité. Je pourrais, mais quel type d'innovation voulons-nous? Nous cherchons une innovation bénéfique pour l'humanité. Je veux dire, si notre objectif n'est pas d'innover au bénéfice des humains, pour qui réglementons-nous, vous voyez, ou pour qui innovons-nous? Et donc, nous devons réglementer pour nous assurer que nous bénéficions aux humains. Et nous faisons cela en évaluant le risque de ce que nous faisons d'une manière assez, vous savez,
sensé. Nous n'imposons aucune restriction, mais en évaluant le risque de ce que nous faisons lorsque nous développons des choses comme, vous savez, des grands modèles de langage en intelligence artificielle, peu importe ce que c'est, nous devons savoir, vous savez, quels sont les risques. Et si ces risques sont très élevés ou qu'ils portent atteinte aux droits humains des personnes, par exemple la technologie de surveillance, etc., nous devons nous assurer que les gens sont conscients qu'ils enfreignent la réglementation ou la législation que nous avons mise en place. Donc, vous savez, je n'ai pas de problème avec ça. C'est avec quoi j'ai un problème, c'est que les gens pensent que, oh, nous ne savons pas quels sont les risques. Il est bien trop tôt pour commencer à réglementer. Nous devons attendre. Et puis vous attendez et vous observez. Vous voyez quels sont les dégâts avant de commencer à réglementer. Je ne pense pas que ce soit très raisonnable. Je pense que nous avons le devoir de nous assurer que nos citoyens aient une bonne vie et ne soient pas soudainement remplacés par la technologie, vous savez, qui ne tient pas vraiment compte de leur bien-être. Et nous nous assurons d'utiliser la technologie pour le bénéfice de l'humanité et de leur vie, de leur chance dans la vie. Et vous savez, nous voyons déjà l'adoption de nouvelles technologies dans de nombreuses entreprises, ce qui entraîne moins d'emplois de niveau débutant et ainsi de suite. Nous commençons tout juste à voir cela maintenant. Maintenant, il se peut qu'au final, plus d'emplois soient créés par les nouvelles technologies. Et moi-même, je suis un optimiste de la technologie, mais je ne le suis que dans la mesure où nous pouvons réguler et nous assurer que nous évaluons ces risques et que nous les atténuons également. Donc, je veux aborder ce sujet. Je pense que tu es une personnalité unique qui peut avant tout créer la narration dont nous avons tellement besoin. Lorsqu'il s'agit de relier la société, l'éducation, la politique, la technologie et l'intelligence artificielle. Donc, comme tu l'as dit, ben, il y a un besoin de révélation, mais il y a aussi un besoin de narration. Parce qu'au fond, et bien sûr, je suis un technologue. Et même moi, j'ai du mal avec toutes les questions liées à la création d'intelligence artificielle qui ne perturbent pas ce que nous avons. Et en même temps, nous sommes dans un moment où tout est remis en question parce que, bien sûr, nous approchons de l'intelligence artificielle générale, que nous soyons d'accord ou non, même avec la définition de l'intelligence artificielle générale. Nous avons l'une des sociétés les plus avancées de l'histoire de l'humanité et d'un autre côté, l'une des sociétés les plus divisées qui ait jamais existé. Mais en même temps, nous avons les plus grandes extensions de vie, beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives. Donc, nous avons traversé beaucoup de crises ces dernières décennies, de la crise financière à la crise politique. Et je pense que tu as abordé un point important que beaucoup de gens oublient. Quand on est un peu plus âgé et qu'on a plus de maturité, on a tendance à oublier ou du moins à se souvenir. Cela dépend de la mémoire. Mais tu as dit que les difficultés, le Royaume-Uni est beaucoup plus riche qu'il ne l'a jamais été, comme n'importe quel pays dans le monde. Bien sûr, l'inégalité est beaucoup plus alarmante parce que nous avons beaucoup plus de richesses qu'avant. Donc, j'aimerais avoir ton point de vue sur l'éthique. Et tu as une intégrité fantastique. Tu as travaillé aussi bien dans la charité que dans la régulation, mais tu comprends aussi la technologie comme très peu de gens. Donc, dans cet épicentre, et la prochaine question que je veux poser c'est une grande question, mais je veux le faire ainsi. Alors, tu travailles avec des organisations comme l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est l'Organisation internationale de coopération et l'une des plus grandes organisations du groupe parlementaire sur l'intelligence artificielle. Tu as également été consultant auprès du comité ad hoc sur l'intelligence artificielle du Conseil de l'Europe. Tu es placé au cœur des discussions internationales sur l'intelligence artificielle et tu t'y intéresses depuis un moment. Donc, l'intelligence artificielle est probablement le rythme technologique le plus perturbateur de l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, nous sommes en train de créer une nouvelle quasi-humanité avec l'intelligence artificielle, mais 99,9%. C'est ma conclusion. Les gens ne comprennent même pas ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, pour ces personnes, et aussi avec votre expérience de la société, de la politique, des gouvernements et des organisations internationales, comment pouvons-nous envisager le rôle que l'intelligence artificielle peut jouer dans nos vies et dans la société? Comment voyez-vous la gouvernance de l'intelligence artificielle ainsi que le rôle du Royaume-Uni où nous sommes tous les deux basés? Je suis un grand admirateur du Royaume-Uni, même si j'ai des opinions nuancées en raison de mes propres origines historiques et culturelles. J'aimerais aborder ce sujet, mais probablement d'abord à un niveau macro, car je pense qu'il est important de poser le cadre général avant d'aller vers le micro. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit mon livre l'année dernière.
C'est pour cela que j'ai parlé, vous savez, de vivre avec l'algorithme serviteur ou maître. Point d'interrogation, parce que l'essentiel est de comprendre comment nous pouvons mettre des garde-fous autour de l'intelligence artificielle. Et en particulier, vous savez, j'ai ressenti, vous savez, quand ChatGPT est arrivé en novembre 2022, je veux dire, nous avons tous un peu, vous savez, je suivais le récit de l'intelligence artificielle depuis 2016. J'avais créé un groupe parlementaire multipartite en 2017 avec un collègue. Et vous savez, je pensais savoir ce qui se passait dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis soudainement, ChatGPT nous est tombé dessus, ce qui, en un sens, a intensifié la nécessité de réfléchir à cette question de serviteur et de maître, tout simplement parce que j'utilise des outils d'intelligence artificielle tous les jours de la semaine. Mais vous savez, je les trouve très utiles en tant qu'outils. Mais ce que je ne veux pas, c'est me retrouver dans une situation où une sorte d'intelligence artificielle dotée d'une agentivité opérée par quelqu'un d'autre me soumet essentiellement à des décisions ou des situations dont je n'ai absolument aucune connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transparence et que je n'ai aucun moyen de me plaindre ou d'obtenir réparation ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je pense qu'il est vraiment important que nous comprenions quelles devraient être les règles du jeu et qu'en ce moment, à part les données, il n'y a pas vraiment de règles du jeu. Vous savez, nous avons quelques lois sur l'égalité qui sont assez difficiles à faire appliquer pour une personne ordinaire. Nous avons des lois sur la protection des données qui sont probablement un peu plus faciles parce que vous pouvez déposer une plainte auprès du commissaire à l'information, ce qui n'est pas trop contraignant, mais malgré tout, la plupart du temps, vous ne savez même pas sur quoi l'intelligence artificielle est entraînée si votre ministère l'utilise. Même maintenant qu'ils ont adopté une nouvelle norme d'enregistrement de la transparence algorithmique, vous ne savez pas vraiment ce que font les ministères en matière de prise de décision avec l'intelligence artificielle et vous n'avez certainement pas le droit de recours, de plainte, etc. Il n'y a pas vraiment de possibilité, en quelque sorte, d'exercer vos droits en tant que citoyen face à la machine, si vous voulez. Maintenant, cela peut sembler exagéré, mais je pense qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle générale et, vous savez, certains des grands développeurs de grands modèles de langage comme OpenAI pensent que cela va arriver en 2027-2028, eh bien, je ne le verrai pas aussitôt. Mais le fait que ces modaux, vous savez, ces intelligences artificielles qui ont maintenant des capacités, vous savez, elles ont une reconnaissance, elles sont capables d'écrire de la prose, de la poésie, de répondre à des questions. Elles donnent vraiment l'impression d'être des intelligences artificielles générales. Elles ne le sont pas encore. Mais je pense que la différence entre l'intelligence artificielle générale et ce que nous commençons à voir, surtout en termes d'intelligence artificielle agentique, va être très mince. Vous savez, je pense que les gens aiment parler du moment où l'intelligence supérieure arrivera, ou la singularité, ou la conscience, ou autre. J'ai bien peur que la réalité soit que, vous savez, ces très puissants grands modèles de langage, même s'ils ne sont pas techniquement des intelligences artificielles générales, seront en fait suffisamment puissants pour avoir une influence massive sur nos vies, à moins que nous ne comprenions absolument comment les réguler, et je pense qu'il faut les réguler dès maintenant, avant, d'une certaine manière, qu'il ne soit trop tard. Alors, abordons ce sujet, parce que vous avez mentionné beaucoup de choses importantes. Et pour moi, le plus grand défi, c'est que les gens ne comprennent pas, comme vous l'avez dit. Nous parlons d'intelligence artificielle générale, vous et moi, mais la plupart des gens ne comprennent même pas ce qu'est l'intelligence artificielle. Et pour eux, l'intelligence artificielle ne signifie pas vraiment grand-chose. C'est juste une sorte d'ensemble d'outils qui peuvent améliorer certaines choses ou des questions que l'on peut poser à un chatbot. Donc, en tant qu'avocat et en tant qu'homme politique, vous avez une expérience différente à la fois dans le domaine juridique et dans le domaine politique. Donc, comment pouvons-nous gérer non seulement la régulation de manière abstraite, mais aussi comprendre l'impact sur la vie réelle? Je sais que vous mesurez l'impact de votre travail et vous avez évoqué votre défunte épouse et les associations caritatives. Et beaucoup du travail que vous avez accompli dans tous ces groupes est incroyable. C'est une quantité de travail énorme.
parce que vous devez probablement lire des milliers de documents. Et les gens sous-estiment cela. Bien sûr, nous tenons pour acquis ce que des personnes comme vous font, et j'ai beaucoup de respect parce qu'en construisant l'intelligence artificielle, je me dis chaque jour, d'accord, on peut utiliser ça pour détruire l'humanité. Et nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Donc, j'aimerais d'abord voir comment nous pouvons réellement examiner les domaines de la régulation, de la gouvernance, et ils ont mentionné les droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'intégration de cela dans la société et dans des universités spécialisées. Je sais que vous dirigiez aussi une grande université britannique. J'aimerais en parler. Eh bien, il y a un vaste programme ici. Je veux dire, pour commencer, pour les gens ordinaires, nous avons besoin de ce que l'on pourrait appeler la maîtrise de l'intelligence artificielle ou l'inclusion numérique. Vous savez, il faut que les gens aient les compétences pour utiliser l'intelligence artificielle, mais ils doivent aussi comprendre le potentiel de l'intelligence artificielle en matière de prise de décision. Par exemple, comment la police utilise l'intelligence artificielle pour les surveiller, comme la reconnaissance faciale en temps réel, comment les services gouvernementaux utilisent l'intelligence artificielle pour prendre des décisions à leur sujet, ce que font les compagnies d'assurance concernant leurs primes, et ainsi de suite. Les gens ne réalisent même pas ce que font les plateformes en utilisant leurs données pour leur cibler de la publicité ou des messages, ou comment les algorithmes déterminent les messages qu'ils reçoivent d'autres utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, le niveau de connaissance est incroyablement bas. Les gens ne lisent pas les conditions générales. Ils ne savent pas que leurs données servent à entraîner des logiciels, de l'intelligence artificielle et ainsi de suite dès le départ. Donc, nous avons un énorme travail à faire pour améliorer la compréhension des gens. Parce que ce qui m'inquiète, c'est que si les gens ne comprennent pas, ils se mettent en colère. Et s'ils pensent qu'ils sont des victimes, ils vont se mettre en colère à propos de l'utilisation des nouvelles technologies. Et je ne veux pas que cela arrive. Je veux qu'ils l'acceptent en se basant sur le fait qu'ils peuvent lui faire confiance. Et ils ne pourront lui faire confiance que si les développeurs la conçoivent de manière éthique ou la développent d'une façon où les réglementations sont pensées en termes de transparence pour le bénéfice de l'humain et ainsi de suite. Si, vous savez, l'intelligence artificielle est simplement développée pour le bénéfice de quelques milliardaires de la Silicon Valley, alors nous sommes vraiment dans une mauvaise posture. Le débat sur l'intelligence artificielle et le droit d'auteur était vraiment intéressant. Et cela a réveillé tout un groupe de personnes, les industries créatives et les créateurs, vous savez, les artistes, les auteurs, les musiciens, et vous savez, toute une gamme de personnes inquiètes pour l'avenir où leurs produits, leur création est absorbée et utilisée pour entraîner de grands modèles de langage. Et puis, la sortie d'un grand modèle de langage peut copier ce qu'ils font. Donc, il y a une inquiétude existentielle à ce niveau-là. Et je pense que cela a été assez utile d'avoir ce débat public, parce que nous avons besoin de ce genre de débat public. Mais cela a certainement obligé le gouvernement, qui prévoyait à l'origine de donner carte blanche aux développeurs de grands modèles de langage, à revoir sa position. Et je pense que c'est vraiment important, parce que je ne pense pas que notre gouvernement réfléchisse suffisamment au type de garde-fou qu'il faut mettre en place, vous savez, pour protéger la créativité humaine, par exemple, et de manière générale, à l'éthique du développement des grands modèles de langage. Pour l'instant, vous savez, ils considèrent simplement l'intelligence artificielle en termes de cybersécurité, ce qui me semble être un domaine très limité. Vous savez, nous avons un institut de sécurité de l'intelligence artificielle, bon, très bien, mais si le seul risque qu'ils examinent est l'impact que cela a sur l'État et sur la sécurité privée des individus, alors je ne pense pas que ce soit suffisamment complet. Je suis tout à fait d'accord. Alors, allons plus en profondeur sur certains des points que vous avez mentionnés, car je pense que c'est l'élément clé ici. Vous avez évoqué l'importance, tout d'abord, d'éviter la panique, qui, à l'heure actuelle, selon moi, n'existe pas vraiment, car les gens paniquent davantage à propos des divisions et même du récit. Je pense, comme vous l'avez dit,
que la panique surviendra probablement plus tard. En ce moment, les gens sont obsédés par l'immigration, ce qui est un gros problème au Royaume-Uni et probablement encore pire aux États-Unis avec ce qui se passe dans le monde en général. Mais ironiquement, dans 5 ans, il y aura des robots dans les rues, ce qui est déjà le cas, probablement plus de robots invisibles, et cela aura un impact bien plus important, comme nous l'avons vu dans les films de science-fiction, mais cela commence à arriver. Donc, en tant que personne impliquée dans la définition de la position du Royaume-Uni sur les politiques d'intelligence artificielle, y compris les implications éthiques, sociales et réglementaires, et d'après vos recherches, quels sont, selon vous, les enjeux éthiques les plus urgents et aussi les domaines où nous pouvons agir immédiatement? Et je parle, comme vous l'avez dit, du point de vue de la police. J'aime toujours aborder la question du point de vue de la police, de la société, car le défi, selon moi, et c'est ce que j'essaye de faire dans ce podcast, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances. Et qu'il y a beaucoup de documentation, les gens en ont plus que jamais, mais ils ne savent même pas. Je parle avec ma propre équipe. Si je demande aux gens, est-ce que vous utilisez cette intelligence artificielle pour vous donner plus de pouvoir, pour développer votre activité, pour améliorer votre vie, pour optimiser? Je dirais que 99% ne savent pas le faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, c'est un grand défi, comme vous l'avez dit, entre la réglementation, les droits de propriété intellectuelle, légalement, mais aussi concrètement dans la vie quotidienne. Oui, je veux dire, je crois beaucoup à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour ma propre productivité, ce qui est incroyablement utile. Vous savez, pouvoir résumer des documents et, en quelque sorte, rédiger des premiers jets de discours et de réponses et faire des recherches, vous savez, pas seulement en utilisant Google, je veux dire, c'est incroyablement utile. Donc, cela a certainement fait une grande différence dans ma propre vie politique et professionnelle. Mais il y a ces risques que vous mentionnez tout à fait à juste titre. Ce sont des choses comme, ce qui m'inquiète le plus, ce sont des choses comme les biais dans la prise de décision. Vous savez, utiliser de mauvaises données pour entraîner les modèles conduit à des biais et à de la discrimination. Je m'inquiète des deepfakes. Je m'inquiète de la diffusion automatisée de désinformation. Il y en a un assez grand nombre et je m'inquiète vraiment de la perte d'emploi. Je m'inquiète vraiment de l'impact sur l'emploi qui est, si vous voulez, probablement le plus grand risque existentiel. Je veux dire, je trouve un certain réconfort dans la façon dont la voiture, l'automobile a été développée. Vous savez, si vous regardez 1903, il y avait une photo de la 5e avenue où il n'y avait pratiquement que des chevaux et des calèches. 10 ans plus tard, si vous regardez une photo de la 5e avenue, en 1913, il n'y a plus que des automobiles, à l'exception d'un seul cheval et d'une calèche. Donc, le changement peut arriver très rapidement. Et bien sûr, pendant ces 10 années, ce qui s'est passé, c'est l'apparition de garages, d'ateliers de réparation, de constructeurs automobiles, la construction de routes. Tout cela s'est produit face à ce nouveau développement qu'était l'automobile. Mais vous savez, nous ne voyons pas encore quels seront les nouveaux emplois au cours des 10 prochaines années. Ce que nous voyons, c'est cet effet de substitution. Et vous savez, ce qui m'inquiète, c'est que les choses ne se passent peut-être pas assez vite. Et nous pourrions nous retrouver avec des jeunes dans la vingtaine, en particulier incapables d'obtenir des emplois de débutants, incapables de recevoir une formation et trouvant la vie extrêmement difficile. Et vous savez, je ne pense pas qu'une sorte de revenu universel de base soit vraiment la solution. Je pense qu'il y a un aspect essentiel du travail et des emplois pour le bien-être des gens. Ce n'est pas seulement, vous savez, gagner de l'argent sans rien faire. Vous savez, je crois beaucoup en l'activité et au fait que les gens s'épanouissent en ayant un emploi, tout simplement. Donc, c'est un élément clé qui, à mon avis, n'était pas assez abordé et je pense qu'on peut l'aborder à plusieurs niveaux. On parle de cybersécurité, du défi des faux, des attaques par rançon, du dark web, du chômage. Parce que la plupart, en fait, Anthropic a récemment souligné que au minimum, nous allons avoir 20% de chômage, que cela nous plaise ou non. Et c'est un grand risque parce que, ironiquement, la population africaine est probablement à environ 20%, l'Asie du Sud est à environ 20%. Donc, en fait, probablement 60% de la population, je ne me souviens plus des chiffres exacts, est en réalité assez jeune. Donc, ironiquement, sur les 9 milliards de personnes que nous avons, ou 8,5,
nous avons une énorme population jeune. Donc, en tant que personne qui a été à la tête de la gouvernance de l'intelligence artificielle, je voulais aborder un point spécifique dont beaucoup de gens parlent, mais que personne ne prend vraiment en compte. Et je vais me prendre moi-même comme exemple de victime, parce que j'ai effectivement été victime de cela, tout comme beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas seulement moi, et en fait, je suis assez privilégié parce que je sais comment me défendre, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Donc, par exemple, tu as mentionné les deepfakes, mais même sans aller jusque-là, dans mon cas, j'ai des comptes sur les réseaux sociaux où des gens prétendent être moi et vont abuser d'autres personnes. Et là, voilà, ce n'est qu'un exemple. Deuxièmement, même si je suis vérifié et que j'ai 2 500 000 abonnés, cela m'arrive et je ne peux rien faire pour faire supprimer ces comptes. Je sais que certains de ces comptes ont abusé des gens, mais il y a quelque chose d'encore plus risqué. Par exemple, ma principale entreprise et mon groupe, j'ai eu un site web entier totalement faux qui a été créé, mais avec une supercherie massive. Et on ne parle pas de petites choses. Quelqu'un est allé jusqu'à, bien sûr, ils n'ont pas utilisé leur vrai nom, ils ont utilisé une variante du nom, mais ils ont copié-collé, ils ont même utilisé notre logo et ils ont créé un site web pour piéger des gens. Et j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en me disant qu'elles avaient perdu environ 100 000. Une personne, et il y en avait plusieurs, donc c'est un problème qui est vraiment alarmant. Ouais, et par exemple, dans mon cas, j'ai fait mes recherches, j'ai mis mon équipe technique dessus, et je suis aussi une personne qui a des ressources, et j'ai envoyé environ 100 lettres. Voilà, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de ne pas faire fermer le site web. Sur le site web, il semble être une arnaque, mais il reste accessible. Donc, je veux aborder cela d'un point de vue réglementaire au niveau politique parce que cela se produit. Et ici, au Royaume-Uni, où nous sommes tous les deux, nous avons récemment vu des organisations de vente au détail perdre leurs données à cause de piratage. Donc, c'est un problème très sérieux. Je ne parle même pas d'intelligence artificielle, je parle de ce que je pense. J'aimerais voir comment nous pouvons nous protéger nous-mêmes et mettre en place de l'équité dans ce système numérique et d'intelligence artificielle, alors que nous avançons dans une direction plus grande et à une vitesse plus élevée. Désolé. Ah, il y a eu un bug, Denis. Tu m'entends toujours? Parfait maintenant, parfait. Oui, je veux dire, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être agile dans sa régulation. Et quand on rencontre des problèmes comme celui-là, par exemple, c'est comme une sorte de vol d'identité, effectivement, dont vous parliez. J'ai essayé d'obtenir une infraction de vol d'identité numérique depuis 5 ans. J'ai proposé des amendements à pratiquement chaque texte de loi numérique et le gouvernement ne croit toujours pas que c'est la porte d'entrée vers la fraude, alors que c'est exactement ce que c'est. Selon eux, lorsqu'une fraude est commise, il y a automatiquement infraction. Mais le vol de l'identité numérique de quelqu'un est souvent la toute première chose qui se produit et ensuite les conséquences économiques s'en suivent. Et vous devriez criminaliser cela dès le tout premier moment où vous savez que votre identité a été usurpée. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et qu'il s'agisse d'un vol d'identité d'entreprise ou d'un vol d'identité d'un particulier, vous savez, les entreprises ont une personnalité juridique. Donc vous pourriez invoquer cette infraction pénale si elle existait. Ce qui est agaçant, c'est que cela a été recommandé par une commission spéciale il y a 5 ou 6 ans. Je l'ai poursuivi. Quelques autres personnes l'ont fait aussi. Mais c'est un exemple classique du gouvernement qui n'agit pas assez vite. Et je le constate tout le temps. Je trouve que les gouvernements n'agissent pas assez vite, par exemple, en ce qui concerne l'intelligence artificielle sur le lieu de travail. Une évaluation des risques devrait précéder l'entrée sur le lieu de travail. Vous savez, je pense par exemple que les personnes qui travaillent dans des entreprises dirigées par l'intelligence artificielle, l'économie de plateforme, si vous voulez, ont besoin d'un plus grand niveau de protection parce qu'en réalité, c'est l'algorithme qui détermine leur performance. Les gouvernements, y compris l'actuel et le précédent, n'ont pas vraiment pris conscience de ces enjeux.
et encore moins la question plus large de savoir comment réguler l'intelligence artificielle en termes d'évaluation des risques, de normes internationales et ainsi de suite. Je pense que nous avons pris beaucoup de retard sur la réglementation. Je trouve cela très frustrant, car on pourrait penser que je veux imposer une régulation extrême à l'intelligence artificielle. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de réduire les risques liés à l'intelligence artificielle qui ont un impact négatif sur les travailleurs, sur les gens et sur les citoyens de manière plus générale. En abordant ce point que j'approuve totalement. Donc, l'une des choses que nous faisons aussi, et j'essaierai d'être positif, mais aussi d'alerter sur différents aspects. Donc, vous avez travaillé avec plusieurs organisations caritatives, y compris Ambitieux pour l'autisme et beaucoup d'autres. J'ai compris que l'intelligence artificielle présente des aspects positifs et négatifs, notamment à travers la puissance de ces outils. Par exemple, au-delà de l'autisme, j'ai aussi collaboré avec des organisations œuvrant pour les personnes en situation de handicap. Il existe 1,8 milliard de personnes concernées dans le monde et pour beaucoup, le principal défi, d'après mon expérience avec ces organisations, reste le même. C'est qu'elles ont besoin, elles se sentent seules. Oui, Moi, ironiquement, c'est le point le plus important. Donc, la technologie peut beaucoup aider, mais l'une des choses que tu fais, c'est ton travail sur l'éducation des enfants autistes et comment nous utilisons la technologie et l'intelligence artificielle, et en général aussi ton travail dans l'éducation avec Queen Mary, où tu as travaillé par le passé, et d'autres institutions. Je veux aborder cette partie de l'éducation, commencer par ce cas, avec ton organisation caritative dans laquelle tu es impliqué, mais aussi dans l'éducation en général. Comment pouvons-nous vraiment faire cela maintenant, pas dans 5 ans, parce que dans 5 ans, il pourrait être trop tard à bien des égards. je suis tout à fait d'accord. Maintenant, cela dépend en grande partie du degré de handicap. Tu sais, l'association dont je suis actuellement le président, Ambitious About Autism, a vraiment commencé comme une association pour les enfants atteints d'autisme très profond. Et maintenant, ils ont vraiment évolué vers une école qui dispose, tu sais, d'installations spéciales pour les jeunes, de la maternelle jusqu'au lycée. De nombreux lycées appartiennent désormais à une multi-académie, surtout pour les jeunes autistes profonds nécessitant une éducation distincte de l'enseignement public traditionnel. Maintenant, bien sûr, l'État, de plus en plus, et cela a été une bataille très, très difficile jusqu'à présent, a fourni un soutien dans les écoles pour les jeunes atteints d'autisme dont la condition n'est pas aussi profonde. Mais ce qui est toujours difficile, et c'est vrai pour, vous savez, presque tous les types d'autisme d'une certaine manière, que ce soit, vous savez, à haut niveau ou plus profond, c'est la nécessité d'obtenir un emploi rémunérateur. Et les statistiques concernant le nombre de jeunes autistes qui sortent du collège, de l'école ou même de l'université et qui obtiennent réellement un emploi à temps plein sont très très mauvaises. Et donc, Ambitions About Autism a mis en place un programme qui était expérimental au début, mais qui entre maintenant vraiment dans la phase de déploiement après 5 années de travail acharné appelé Employ Autism. Et nous pénétrons presque tous les secteurs. Vous savez, nous avons réussi à entrer dans le secteur de l'assurance, les services financiers, la fonction publique et en particulier les industries créatives. Et nous commençons à obtenir un véritable élan de la part de grands employeurs qui nous soutiennent et qui offrent des stages, ce qui conduit ensuite à l'emploi pour la majorité de ces jeunes. Donc ça a été un programme fantastique et nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des employeurs car ils ne se rendent pas compte à quel point certains de ces jeunes peuvent être utiles, quelles compétences ils possèdent. Il existe une certaine stigmatisation associée à cela. Donc, je veux dire, nous ne sommes pas du tout assez nombreux, vous voyez, et ce n'est pas suffisant en termes de chiffres. Mais vous savez, après 5 ans, plusieurs milliers de jeunes sont déjà passés par là. Donc, nous pensons que c'est essentiellement
l'avenir. Et vous savez, je préside également le Conseil de développement pour Employé Autisme, en plus d'être président de l'association caritative. Et c'est l'une des choses les plus importantes auxquelles je participe, selon moi. C'est très spécial et c'est juste pour les personnes qui nous écoutent. Donc, au Royaume-Uni et dans le monde entier, l'autisme ou le trouble du spectre autistique est reconnu comme l'un des sujets très importants qui est essentiel pour la société. Au Royaume-Uni, un enfant sur 100 a été diagnostiqué autiste et dans le monde, c'est 1 sur 160. Donc, nous parlons de millions de personnes. Au Royaume-Uni, cela concerne environ 1,7 million de personnes et des millions dans le monde, ce qui est important car cela touche les familles. Cela a un impact et bien sûr, il existe différentes variations. Je ne suis pas l'expert, c'est vous, mais je pense aussi que nous pouvons faire une grande différence dans ces domaines. Bravo pour votre travail et tout ce que vous faites déjà. Donc, je voudrais revenir à votre livre et à vos recherches. Donc, vivre avec l'algorithme que vous avez mentionné tout à l'heure, vous explorez les complexités de la gouvernance de l'intelligence artificielle et, comme le titre l'indique aussi, vivre avec l'algorithme. Donc, vivre avec toutes ces choses. Quels sont les messages que vous espérez transmettre? Tout d'abord, nous mettrons tous les liens vers le livre. Je suggère aux gens d'acheter le livre. Essayez de vous renseigner sur le livre. Je suis sûr que tout le monde peut se le permettre. Il existe déjà beaucoup d'informations en ligne, mais l'essentiel est quel message retenir sur la puissance de l'intelligence artificielle, notamment l'automatisation des emplois, la confidentialité des données et l'impact social. Ce sont des sujets clés abordés auparavant sans entrer dans le détail pour chacun. Eh bien, vous savez, c'est vraiment en quelque sorte... le livre porte avant tout sur la gouvernance plus que sur toute autre chose, parce que, vous savez, là où la régulation intervient, c'est très bien, mais il faut vraiment réguler uniquement dans les domaines critiques, là où il y a un risque élevé. Mais de manière générale, je pense que les entreprises, en termes de gouvernance, ont le devoir de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle qu'elles introduisent dans leur activité. Et vous savez, par exemple, si cela va remplacer des emplois ou les augmenter, si cela va améliorer la qualité du travail lorsqu'il est effectué. Et cela doit aussi commencer par le sommet. Donc, vous savez, les aspects de gouvernance d'entreprise sont également extrêmement importants pour moi. Et je pense que l'autre aspect, vous savez, c'est que je pense que les gens, dans le monde des affaires, doivent comprendre quelles compétences ils essaient d'intégrer. Il ne s'agit pas seulement de personnes compétentes en sciences et technologies. Nous avons besoin de personnes ayant un esprit critique parce que lorsque beaucoup de choses sont faites pour vous et que le contenu est fourni, vous allez devoir exercer votre jugement humain pour savoir si c'est correct, s'il faut l'utiliser ou non et quelles décisions en découleront. Vous savez, le jugement et l'esprit critique vont être vraiment importants et ce sont des compétences très humaines. Donc, vous savez, les employeurs doivent vraiment faire des choix. Et je pense que l'intelligence artificielle signifie particulièrement que les entreprises devront se regarder dans le miroir et se demander quelles sont nos valeurs. Vous savez, quels sont nos objectifs dans tout cela? Sommes-nous simplement là pour gagner de l'argent pour nos actionnaires? Ou bien essayons-nous de bénéficier à un groupe beaucoup plus large de parties prenantes comme nos clients, nos employés? Et si nous voulons vraiment leur apporter un bénéfice, quelle technologie allons-nous adopter dans tout cela? Quelles valeurs adopterons-nous lorsque nous poursuivons nos objectifs? Donc, vous savez, j'espère que l'intelligence artificielle rendra en quelque sorte les entreprises plus réfléchies quant à leurs objectifs et à la manière dont elles mènent leurs activités. Donc, j'ai le livre ici pour les personnes qui écoutent. Je veux juste le mettre en avant. Et j'ai eu le privilège de discuter avec vous dans plusieurs domaines. Donc, dans la dernière partie du livre, dans vos réflexions finales, vous avez souligné que 2024 est une année record pour les élections à travers le monde, avec plus de 2 milliards de personnes qui vont aux urnes. Avec de nouveaux mandats électoraux, nous espérons que les gouvernements du monde entier saisiront l'agenda de la régulation de l'intelligence artificielle et identifieront les domaines clés d'action comme le vide juridique,
où un devoir d'explicabilité, de transparence ou de responsabilité devrait s'appliquer, ou encore là où il devrait y avoir une meilleure protection de la propriété intellectuelle et une prévention plus efficace de la désinformation et des deepfakes. Combiné à des normes internationales convenues pour les systèmes d'intelligence artificielle, cela fournirait, selon nous, la certitude et la confiance nécessaires aux citoyens comme aux entreprises pour le développement bénéfique de l'intelligence artificielle à l'avenir. Et alors que nous avançons, il vaut la peine de se rappeler que l'humanité a déjà relevé le défi du changement avec succès, et j'aime le fait que vous ayez souligné pour conclure qu'en fait, c'était le philosophe grec ancien, il y a environ 2500 ans, qui a observé que seul le changement ne change pas. J'aimerais revenir sur cette citation, si vous pouviez l'expliquer davantage pour les personnes qui nous écoutent, et c'est un livre merveilleux. Mais également cette partie du changement, et aussi 2024, une année est passée, et malheureusement, certaines des conclusions ont été assez préoccupantes à bien des égards. Il reste beaucoup de travail à faire. Donc, je vous passe la parole à ce sujet, si vous pouviez mettre en avant certaines de vos réflexions. Oui, bien sûr, 2024 a été une année majeure pour les élections. Et vous savez, nous étions préoccupés par les possibilités de désinformation et de mésinformation. Et bien sûr, le problème avec la désinformation et la mésinformation, c'est que bien souvent, on ne sait pas vraiment quelle influence elles ont. Je veux dire, nous ne savons toujours pas quelle a été l'ampleur de l'influence russe sur l'élection de 2016 aux États-Unis. Nous ne savons toujours pas quel impact la mésinformation et la désinformation ont eu sur la décision du Brexit en 2016. Donc, en un sens, il est probablement trop tôt pour dire si nous pouvons ou non pousser un soupir de soulagement concernant 2024. Nous avons eu quelques deepfakes. Nous avons eu le président tchèque, le président slovaque, je crois, qui a été victime d'un deepfake et il a perdu l'élection et quelqu'un d'autre est arrivé. Donc, on pourrait dire que cela a eu un impact. Mais une grande partie de l'élection s'est déroulée sans que les gens ne s'agitent en disant, vous savez qu'il y a des deepfakes ici. Donc, peut-être que c'était parce que nous étions très conscients que cela pouvait arriver, que ça ne s'est pas produit. Donc, je suppose qu'on pourrait dire que c'est une bonne chose, mais nous n'avons pas suffisamment de protection dans la législation électorale au Royaume-Uni contre ce genre de falsification profonde et diverses suggestions ont été faites au gouvernement concernant le filigrane et ainsi de suite. S'assurer que vous connaissez la provenance de certaines de ces informations, la vérification des faits. Il y a des organisations comme Full Fact et Adobe avec sa initiative de contenu. Vous savez, l'initiative d'authentification du contenu, il est vraiment important que nous développions plus d'outils pour aider les gens à comprendre d'où ils tirent leurs informations et si elles sont exactes ou non. Et je ne pense pas que le gouvernement, encore une fois, en fasse assez. Ils ne comprennent pas vraiment les dangers de simplement laisser passer ça. Nous avons un comité qui siège sous la présidence d'un bon ami et de quelqu'un qui, je crois, va proposer un rapport intéressant qui est censé examiner tout le domaine de la désinformation et de la mésinformation et qui a été mis en place dans le cadre de la loi sur la sécurité en ligne. Parce que, vous savez, le gouvernement n'a pas pu définir, et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait vraiment pu dire quelles étaient les solutions à cette désinformation. Mais le comité examine les solutions possibles, ce qui, je pense, sera utile. Mais vous savez, c'est l'un des problèmes les plus difficiles, surtout lorsqu'on est confronté aux questions liées à la liberté d'expression. La liberté d'expression est vraiment importante. Et si vous commencez à interdire trop de choses, si l'on considère que cela pourrait être de la mésinformation ou désinformation, vous dites en somme que vous interdisez les opinions. Je doute que cela soit bien accueilli. Et je sais que le dernier gouvernement était très nerveux à l'idée de faire quoi que ce soit dans ce domaine et a donc supprimé certains aspects du projet de loi qui aurait pu être plus utile. Mais vous savez, nous sommes encore en chemin ici. Vous savez, je n'ai sûrement pas toutes les solutions. Je ne pense pas que beaucoup en aient non plus.
Mais je pense que ce que nous devons faire, c'est nous assurer qu'il y ait de la confiance dans les communications, en particulier pendant les élections. Vous savez, nous avons vu ce qui s'est passé avec les émeutes de Southport à cause de la désinformation délibérée diffusée sur les réseaux sociaux, vous savez, concernant l'identité de la personne présumée avoir commis le crime, et ainsi de suite. Eh bien, c'est extrêmement dangereux. Et nous voyons quelque chose de très similaire se produire à Epping en ce moment, avec des affirmations qui sont faites, vous savez, à propos des immigrés et ainsi de suite là-bas. Et vous savez, c'est du pain béni pour ceux qui veulent créer de la dissension dans la société, vous savez, et faire en sorte que les gens ne soient pas d'accord et provoquent des troubles, en gros. Donc, je suis maudit par le temps, mais j'ai encore deux questions. L'une des choses clés dans votre livre, c'est que, et je me tourne vers vous, professeur, l'intention de ce livre est de rassembler un cadre pratique qui distille beaucoup des idées clés de ces approches. Donc, j'aimerais souligner, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est aussi ce que j'aime chez vous, bah, c'est que vous êtes très pratique et vous pouvez aller en profondeur dans la connaissance, mais vous essayez toujours d'apporter des choses concrètes. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, probablement des jeunes, mais aussi beaucoup de professionnels à travers le monde, des universitaires, des startups, des accélérateurs, etc. Quel serait le cadre que vous recommanderiez, d'abord avec toute votre expérience, mais aussi avec le pragmatisme de quelqu'un qui a eu un impact massif dans le monde? Parce que je pense qu'un des défis que j'essaie toujours de relever, c'est qu'il y a un vrai problème. Les gens deviennent cyniques, premièrement, et ensuite, ils ne croient plus. Comme vous l'avez mentionné, il faut de la confiance. Deuxièmement, ils deviennent, je pense que c'est le concept d'obésité numérique. C'est-à-dire qu'on reçoit tout ça, on est submergé, et ensuite, on ne sait plus quoi faire, et on finit par passer son temps sur Facebook ou sur un Instagram fou, ou pire, à perdre tout son temps sans utiliser son énergie pour quelque chose d'impactant. Donc, j'aimerais aborder cela à la fois du point de vue de votre énergie personnelle, mais aussi en tant qu'humain, et aussi de manière pratique, parce que ce que vous avez accompli n'est pas facile. Vous avez eu beaucoup de combats, beaucoup de défis, et vous continuez à avoir une charge de travail énorme, alors que vous pourriez probablement être beaucoup plus détendu à ce stade de votre vie. Eh bien, c'est drôle, je crois que je suis moins détendu. En fait, Je travaille plus dur en vieillissant. En fait, c'est l'une des inquiétudes. Mais pour les jeunes, je pense que beaucoup de choses tournent autour de la curiosité et de la prise d'opportunité. Vous savez, on n'est pas complètement formé quand on quitte l'université. On a suivi des cours, mais il y a énormément de choses à apprendre sur le monde du travail, sur sa propre personnalité, sur la façon dont on travaille avec les autres, sur les compétences qu'on possède. Et je pense qu'il faut être ouvert à la variété. Je pense qu'il faut saisir les opportunités, même si cela peut sembler un peu étrange. Parfois, on peut réussir par hasard. Une grande partie de la vie dépend du hasard. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir un plan. Donc je pense qu'il faut avoir une structure, une idée de là où on veut aller, mais il ne faut pas être trop rigide dans sa réflexion. Et adopter de nouvelles technologies fait partie de cet apprentissage permanent. Vous voyez, moi, j'ai commencé jeune comme stagiaire avocat, vous voyez, et il n'y avait absolument rien de numérique. Vous savez, on allait à la bibliothèque pour chercher des informations si on avait un problème, et c'était un monde très différent à l'époque. On avait tous des bureaux séparés, et je veux dire, le monde du travail a énormément changé. Donc je pense qu'il faut être ouvert à la nouveauté. Il faut adopter les nouvelles technologies, mais il faut aussi être conscient qu'il faut savoir se vendre. Il faut en fait développer ses propres compétences pour pouvoir se démarquer.
comme une marchandise vendable, en fait. Et cela signifie avoir toute une gamme de compétences dans le monde moderne, parce qu'on ne sait pas quelles compétences seront demandées même dans 5 ans, car le monde change tellement vite. Donc je pense qu'avoir les disciplines de base est vraiment important, mais il faut aussi les considérer un peu comme génériques. C'est un excellent conseil pour l'environnement. Et je pense que c'est quelque chose de clé. Et moi-même, je dois beaucoup plus travailler là-dessus parce que ce n'est pas un travail facile, c'est un travail continu. Et comme vous l'avez dit, il y a un sentiment d'urgence. Il faut continuer à avancer et à changer. J'ai encore beaucoup de questions. Je demanderai sûrement une seconde entrevue. Mais pour cette première entrevue, vous êtes une personnalité très influente dans la politique, les affaires et la société, et vous avez aussi toujours été quelqu'un qui agit en accord avec ses paroles, et aussi quelqu'un qui a apporté un changement et un défi substantiel à la société pour le bien. Quel conseil donneriez-vous à la prochaine génération de leaders, en particulier aux jeunes, mais aussi aux dirigeants qui travaillent sur ces technologies immersives comme l'intelligence artificielle, la blockchain et bien d'autres, et surtout aux jeunes qui essaient de devenir leaders ou de s'engager dans ce domaine, ce qui correspond en partie à mon public, et pas seulement quels conseils, mais aussi quelles sont les qualités et le travail sur soi qu'ils doivent cultiver pour naviguer à la fois les défis éthiques, l'endurance au travail et les enjeux de gouvernance qui nous attendent. Je pense qu'il faut rester fidèle à ses valeurs. Il est facile de dire, nous vivons dans un monde moderne, nous nous adaptons aux nouvelles technologies. Mais nous devons surtout valoriser l'effort, la qualité et la créativité humaine. Et vous savez, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que nous essayons de construire une société juste. Et j'ai parlé plutôt des chances dans la vie. Je tiens vraiment à ce que les gens saisissent ces chances dans la vie. Vous savez, parfois les gens ont cette éducation et pourtant ils ne l'utilisent pas vraiment. Ils ne sortent pas et ne profitent pas à la société de la manière dont ils pourraient. On peut le faire de nombreuses façons différentes. Vous savez, je l'ai fait en politique, dans les affaires, dans la charité et, vous savez, dans la vie publique en général. Il y en a tellement dans le milieu universitaire. Il y a tellement de façons de le faire. Mais je pense qu'il faut sentir que l'on contribue. Et c'est ce que je dirais. Vous savez, quel est l'intérêt d'avoir une éducation, d'aller à l'université, d'aller à la fac? Eh bien, ce n'est pas seulement pour soi-même et sa famille, c'est aussi pour le reste de la société et la communauté. Nous sommes des animaux sociaux et, vous savez, j'aime penser que je n'ai pas seulement eu une existence égoïste et j'espère que cela a aidé d'autres personnes en chemin et je pense que plus nous serons nombreux à faire cela, meilleure sera notre société, tout simplement. Je pense que je pourrais toujours m'abonner à cette idée et y réfléchir, ainsi qu'à la manière dont nous pouvons agir, car il s'agit aussi d'action. Donc, Euh, ça m'a été un honneur de vous avoir ici localement avec Clément Jones. Je veux respecter votre temps. Il y a beaucoup de questions, donc nous n'avons pas abordé l'intelligence artificielle générale ni d'autres sujets, mais il y a déjà beaucoup de matière à digérer pour les personnes qui nous écoutent. S'il vous plaît, engagez-vous avec l'équipe de Lord Clément Jones, car sa richesse d'inspiration est précieuse pour moi personnellement. J'ai été très touché par toutes les choses différentes que vous faites et je suis toujours touché par votre énergie et votre engagement pour le changement. Je suis très reconnaissant de vous avoir ici et j'espère que ce n'est que le début de beaucoup d'autres occasions. Merci. un immense plaisir, Denis. Merci beaucoup. Merci.